Et là, je vais vous lire donc c'est une série d'articles, de réflexions, voilà, autour d'un même sujet, comme font souvent les gens connus qui n'écrivent pas de romans. Autour de cette question donc du crime. Très souvent dans ces pages, il parle aussi de littérature. Voilà. Pourquoi je manque rarement une émission de Faites entrer l'accusé? Comme ma sœur. Ouais, on connaît plein de gens qui regardent ça avec avidité. Il sait y faire, Christophe Ondelatte. Décor sobre, une table, un mur, au mur, coupure de presse et photographies se rapportant à l'affaire qui est, ce soir-là, l'objet de l'émission, bref rappel des faits, questions précises posées aux différents interlocuteurs, souci pédagogique de faire le point afin que nous ne perdions pas le fil de l'histoire et que notre attention ne se relâche pas. Et puis, à la fin de l'émission, nous le voyons revêtir son blouson, un blouson de cuir noir qui pourrait être celui d'un loupard passé de l'autre côté en devenant inspecteur. Il s'éloigne dans la nuit, s'efface, il semble à la fois satisfait d'avoir mené l'affaire à son terme et un peu las, car la semaine suivante, il y en aura une autre à traiter, différente à coup sûr, mais à la longue, tous les crimes finissent par se ressembler. Et puis, l'affaire a beau avoir été élucidée, il reste toujours ce qu'on ne manque pas d'appeler des zones d'ombre. Une ombre qu'on peut rarement limiter à des zones, à quelques points non éclaircis. Une ombre inhérente au crime lui-même, à ce qui un jour a produit l'acte criminel, à ce qui, ce jour ou cette nuit-là, a fait que les digues ont sauté pour laisser place au désastre de la mort. L'élucidation de l'affaire ne sort pas le crime de l'ombre. Christophe Ondelatte ne l'ignore pas. Au moment où il nous quitte et s'éloigne après avoir mis son blouson noir de loupard enquêteur, il disparaît à son tour dans l'ombre. Vers quoi se dirige-t-il? La lumière s'éteint. Plus d'images sur l'écran du téléviseur. Je reste seul. La nuit tombe. La pièce où je me tiens, bien qu'une lampe y soit allumée, me paraît plongée dans l'obscurité. Je vais me coucher, la tête tout encombrée d'affaires criminelles, celles que je viens de voir et d'autres que je croyais avoir oubliées. Je dors mal, m'éveille au milieu de la nuit avec le sentiment vague que j'ai dû commettre un crime ou que j'en ai été la victime. On ne sait jamais bien quelle place on occupe dans un rêve. Au matin, le souvenir de mon rêve se dissipe. Je me mets au travail avec une application particulière et me dis en souriant comme un automate. Au cours de l'émission, j'ai vu apparaître tous ceux qui ont joué un rôle dans l'affaire évoquée, les gendarmes et les policiers, souvent rivaux, qui ont mené l'enquête, le juge qui l'a instruite, les avocats, le procureur, les proches de l'accusé, parents, amis, voisins, et parfois l'accusé lui-même, pourvu qu'il ait purgé sa peine ou ait été acquitté. Ils sont tous là, ils défilent devant nous, et nous, téléspectateurs, nous sommes amenés à réagir comme injurés. C'est lui le coupable, j'en suis sûr. Il ment. Ce n'est pas lui, ce malheureux ne sait pas s'exprimer, le peu de mots qu'il prononce ne fait que l'enfoncer, son avocat n'a pas été à la hauteur. Il n'y a pas de preuve. Comment cela? On a retrouvé caché chez lui l'arme du crime. Téléspectateur, je joue tous les rôles, j'occupe toutes les places. Je suis alternativement le procureur et l'accusé, je proteste contre les défaillances et les lenteurs de l'instruction, je trouve que le gendarme qui paraît niais a plus de flair que le commissaire qui se croit malin, je délibère avec moi-même, je suis membre du jury. Les crimes relatés dans l'émission sont souvent célèbres. Ils ont des chances de rester dans les annales, comme ceux que j'ai évoqués. Violette Nausière, les sœurs Papin, Pauline Dubuisson.
Il y en a de moins connus, comme celui qui, je ne sais trop pourquoi, m'a particulièrement intrigué. Il a été commis par un charcutier traiteur du marché Saint-Quentin à Paris. C'est un bon commerçant, apprécié par sa clientèle, un bon père aimé de ses enfants, un bon mari. Sa femme lui est très attachée. Il a pour maîtresse une jeune femme, Christelle, son employée. Ce jour-là, le 26 février 2005, elle arrive en retard à la boutique. Cela l'indispose. Pourquoi ce retard inhabituel? Première dispute brève. D'abord, servir les clients, commerce oblige. Seconde dispute chez la jeune femme. Celle-ci dégénère. Béranger, c'est son prénom, frappe. Elle le gifle. Cette gifle, venue d'une femme, est pour lui, l'homme costaud, l'homme viril, une offense insupportable. Il étrangle Christelle et puis, dans la foulée, s'en prend au petit garçon qu'elle a eu d'un autre homme et pour en finir à son chien. Plus tard, dans la nuit, il revient dans l'appartement, emporte les 3 corps dans sa boutique et soigneusement, professionnellement, le charcutier traiteur les découpe en morceaux. Destination sac poubelle. Les parents de Christelle n'aimaient guère Béranger, ils s'en méfiaient, mais quand ils le voient, les jours suivant la disparition de leur fille et de l'enfant, leur méfiance s'estompe. Peut-être Christelle a-t-elle simplement fugué et ne va-t-elle pas tarder à revenir? L'homme se montre si malheureux d'avoir perdu celle dont il était et demeure éperdument amoureux. Cette douleur est si évidente et sans doute sincère que leurs premiers soupçons n'ont plus lieu d'être. Ce n'est que 3 semaines plus tard que Béranger sera arrêté. Une minuscule erreur, une affaire de téléphone portable, l'a trahi. Il avoue. De ces déclarations, j'ai retenu ceci. Dans un premier temps, celui du meurtre. C'est la passion qui s'est emparée de lui. La gifle offensait non seulement son amour-propre, mais son amour pour Christelle. Dans un second temps, celui du découpage, il doit avoir agi comme un automate. Fureur de la passion, dérèglement des sens, puis acte machinal, méthodique, précis d'un expert en charcuterie. 2 manières d'être absent à soi-même, dans le premier comme dans le second temps. En découpant ses chairs mortes, en brisant ses os, était-ce le corps de Christelle, ce corps qu'il avait tant de fois caressé, enlacé, et alors il ne se comportait pas en automate? Était-ce la femme follement aimée qu'il massacrait? Comment savoir? Peut-être voulait-il qu'il ne reste rien de cet amour que dans un moment d'égarement il avait tué? Tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Quelqu'un en lui avait agi à sa place. À quoi nous confrontent les crimes passionnels? Opposer l'amour et la guerre, Mars et Vénus, Eros et Thanatos nous rassurent. Et voici que Thanatos prend possession d'Eros et que l'un et l'autre s'unissent, s'entremêlent, se confondent. Troublés par leur alliance, nous en venons à croire que l'amour fou, celui qui ne connaît pas de limite, le grand amour, l'amour unique, porte la mort en lui. Chouette histoire de charcutier. Benjamin, c'est ça? Béranger. Béranger comment? Il ne le dit pas. Ça me rappelle ce prologue que nous avait lu, qui a fait que j'ai vu tout le reste de la fabrique des pervers. Moi, je le prescris à plein de patients. Mais le prologue, il m'avait tellement plu. Et La fabrique des pervers, c'est un sacré bouquin. Hein. Ah ouais, c'est formidable. Ce qui m'intéresse là dans ce texte, c'est premièrement la zone d'ombre. C'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant qu'ils disent qu'on a élucidé l'affaire, mais qu'il reste des zones d'ombre. La zone d'ombre principale dans ce genre d'affaires, c'est la psychologie du meurtrier quand même. Alors,
Qu'est-ce qui l'amène à ça, quoi? Tu vois, tu en sors. Bah non, pareil. Qu'est-ce qui l'amène à ça? Bah oui, depuis l'enfance, machin, tout ce qu'il a L'intolérance traversé. à la frustration, Oui, voilà. mais ça peut être l'incapacité plein de à trucs. différer ses émotions, Ça suffit Euh, pas. la C'est- répétition probablement d'une éducation violente, une misogynie. Oui, voilà. Mais c'est ça, pour moi, c'est ça les zones d'ombre. Non, parce que là, elle a rien éclairé. Bah, elle en a dit plein, mais on ne sait pas lesquelles sont attribuables à ce Mais garçon. même en disant ça, elle n'éclaire rien parce que c'est abstrait. Elle a raison. Je suis entièrement d'accord. Elle a raison. Ça n'éclaire rien. Qu'est-ce que ce serait éclairé alors? Avoir les choses dans le détail, c'est-à-dire la chair même de ce que tu racontes. Là, si tu veux, dans ce que tu dis, on est dans la psychologie, dans ce qui va nous intéresser, nous, il faut la ramener à la littérature, au détail même, à la chair des choses. Tu veux dire, si on avait été dans la pièce au moment où le meurtre s'est produit? Non, mais si elle raconte, elle parle par exemple d'une enfance violente, raconte. C'est ça l'idée, c'est de où ça sort. C'est quoi cette violence? Par quoi elle s'est concrétisée? Bah donc on dit la même chose. La zone d'ombre, c'est bien la psychologie du mec. Non, c'est le concret. Que ça, tu n'as pas éclairé la zone d'ombre si tu n'as pas donné le concret. C'est juste ce que je dis. Donc ça n'invalide pas le fait qu'effectivement la psychologie joue. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'en littérature, il faudrait ramener une scène où il se fait tabasser gamin, il faudrait montrer comment il est intolérant à la frustration avec une autre scène où il part en cacahuète. Oui, tu démontes tout en fait, point par point et dans le détail. Et encore, est-ce que tu vas arriver à la, comment dire, to the point? C'est pas évident. Il y avait d'autres choses que je trouvais intéressantes. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette nouvelle de Buzzati sur Hitler petit? Est-ce que c'est Buzzati? Mais Emmanuel Schmitt, non? T'as Hitler enfant, enfin, au début tu sais pas que c'est Hitler enfant. Je sais plus. Que sa mère appelle Dolphy. Je crois qu'il a écrit un texte là-dessus. Et personne ne veut jouer avec lui au jardin d'enfants. Il est petit, il a 3 ans. Il est tout blanc, tout maigre, tout malade. Et personne ne veut jouer avec lui. Et sa mère explique sur le banc à une autre mère à côté à quel point son fils est toujours seul, qu'il ne se fait pas de copains, machin. Et à la fin, elle dit allez viens Dolphy, et l'autre femme il dit au revoir Madame Hitler. C'est excellent. La deuxième chose que j'ai trouvée intéressante, c'est la question de la place. De la place. Il parle à 2 reprises de la place. Il dit une première fois, on ne sait jamais à quelle place on est dans le rêve, ce qui est vrai. Et une deuxième fois, les places qu'il prend en tant que téléspectateur. Or, cette question de la place, elle est très importante en littérature, puisqu'il s'agit toujours de la position du narrateur. De où je vois ce qu'on me raconte et de où j'écris ce que je vais raconter. Ça, c'est très important, mais c'est surtout très important de pouvoir se poser cette question. Et de pouvoir aussi, pour certains textes, multiplier les places. Et peut-être même pour un même personnage, avoir la capacité de se mettre à la place d'un autre. Et il y a la 3e fois où il parle de la place, quand il parle de ce qui se passe dans la tête de l'assassin. Tout cela n'était qu'un mauvais rêve pour l'assassin. Quelqu'un en lui avait agi à sa place. Il y a l'autre chose qui est l'élément déclencheur. L'élément... La gifle. Oui.
et très souvent, je ne sais pas si c'est toujours, mais quand on a des aveux, il y a une explication. Par exemple, le type là, qui est resté vivre chez ses beaux-parents alors qu'il avait tué Duval. Jonathan Daval. Ouais, Daval. Ce qui a déclenché, c'est une engueulade avec elle où elle le met plus bas que terre. Ouais. Quelque chose de l'humiliation, ça ressemble, hein, on n'est pas loin. Après, il me terrifie, c'est comme le type qui a tué la famille Flactif, qui s'était fait interviewer par la télé, où on le voit pérorant en disant mais de toute façon c'était des gens un peu sympathiques. Patrick Henry qui dit face télé, il faut le punir de la peine de mort. Il les découpe et ensuite il en fait quoi? Il les jette dans des sacs poubelles. Et il les met où, les sacs poubelles? Ah, ça, c'est pas dit. C'est pas dit. Mais on a eu Mais comme c'est un charcutier, il doit avoir des poubelles pleines de viande, tu vois. Un personnage comme ça, il n'y a pas très longtemps, quelques mois, les policiers ont retrouvé des sacs poubelles au parc Monceau. Non, pas parc Monceau, au parc côté du PC, là. Comment s'appelle ce parc? Avec un joli kiosque. J'ai oublié le nom du parc. Alors, il s'appelle Béranger Bruns. Et on a découvert dans des sacs poubelles des morceaux de corps féminin. Et une semaine plus tard, c'était le mari qui avait découpé. En général, c'est le premier soupçonné. Hein. Non, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est la zone d'ombre. C'est-à-dire d'arriver à cerner ce qu'on ne sait pas. Mais donc il faut une situation de meurtre forcément ou Non, pas forcément. Ça peut être plus simple en l'occurrence, hein. Mais pas forcément. Ce qui m'intéresse vraiment, là il y a quelques éléments, c'est-à-dire cette histoire que vous avez à raconter. À quelle place vous vous mettez, et donc conséquemment à quelle place vous mettez le lecteur, le spectateur. Il faut qu'il y ait que ça ne soit pas n'importe quelle histoire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la mort, de l'amour, de la violence, quelque chose qui bouge, qui fracasse une réalité dans laquelle on était précédemment. Donc ça peut être dans un sens positif ou négatif. En général, c'est plus facile de faire du négatif que du positif, mais vous pouvez vous essayer au contraire. Et là-dedans, d'essayer de pratiquer un espace qui permette de laisser entrevoir cette zone d'ombre.